Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Comté de Lancaster, Pennsylvanie. Un vent froid balaie la façade du tribunal, une construction massive en briques rouges, aux fenêtres hautes et austères, semblable à une forteresse. À l'intérieur, tout est rigueur et solennité, bancs en bois poli alignés comme des soldats, tentures sombres, et le drapeau américain figé derrière le pupitre du juge. Ce matin-là, la salle d'audience est pleine à craquer. L'affaire attire les curieux et les journalistes depuis plusieurs semaines. Les visages sont graves. Certains cherchent des signes de tension, d'autres attendent du spectacle. Au centre de cette pièce figée par la justice, Andrew Monroe est assis dans le box des accusés. Un homme noir d'une quarantaine d'années, ancien professeur de littérature, au regard droit mais fatigué. Ses poignets sont menottés. Ses lèvres sont serrées, comme s'il refusait de donner au spectateur le moindre frisson de faiblesse. À côté de lui, son avocat, Rachel Carter, semble résignée. Elle a plaidé avec cœur, mais dans cette ville, contre un homme noir accusé d'avoir tué un notable blanc, ses mots avaient peu de poids. Le juge Richard Belmont siège en hauteur, tel un empereur dans sa tour. Il est grand, sec, la mâchoire carrée, les cheveux tirés vers l'arrière. Il incarne l'autorité, mais surtout une justice froide, mécanique, dépourvue de compassion. Il n'a que faire des émotions. Pour lui, la loi est une lame, et son rôle est de trancher. Le jury rentre, le pas lourd, les visages fermés. La présidente du jury, une femme d'âge mûr, tient l'enveloppe contenant le verdict. La tension monte. Soudain, un léger mouvement trouble le calme. Un petit garçon glisse entre les jambes d'un agent de sécurité distrait. Il traverse l'allée centrale, sa silhouette frêle tranchant dans le silence comme une lame invisible. Il n'a que 8 ans. Une chemise blanche trop grande tombe sur un pantalon élimé. Ses chaussures sont usées, l'une mal lacée. Il s'assoit sur le premier banc, droit comme une statue. C'est Ethan Monroe. Le fils du prévenu. Personne ne le remarque vraiment au début. Il est petit, silencieux. Mais ses yeux brillent d'une intensité presque surnaturelle, comme s'il portait en lui quelque chose que les adultes avaient perdu, une vérité brute. La greffière se lève. La voix de la présidente du jury tremble à peine. Nous déclarons l'accusé, coupable. Un frisson traverse la salle. On entend un sanglot étouffé. Mais avant que la juge ne puisse prononcer la peine, une voix s'élève. Claire. Frêle. Inflexible. Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. Le temps semble s'arrêter. Tous les regards se tournent vers l'origine de la voix. Le juge plisse les yeux, agacé. C'est l'enfant. Il est debout maintenant. Immobile. Ses petits poings sont serrés. Il ne tremble pas. Il ne supplie pas. Il prévient. Un murmure traverse la salle, comme un courant d'air glacial. Qu'a-t-il dit? C'est son fils, non? Il a dit que le juge allait mourir demain? Richard Belmont se redresse, outré. Mais au fond de lui, une part de son esprit, celle qu'il croit éteinte depuis longtemps, ressent un frisson. Il éclate d'un rire sec. Un rire sans chaleur, sans joie. Qu'on le fasse taire. Ce n'est pas un tribunal de contes de fées. 2 agents de sécurité s'avancent pour faire sortir Ethan. Mais alors qu'il pose la main sur lui, il les regarde avec une intensité telle qu'il hésite une fraction de seconde. Juste une seconde. Et cette seconde suffit à imprimer la peur dans la pièce. Le silence revient. Le verdict est enregistré. Andrew Monroe est reconnu coupable. Et le lendemain, le juge ne rira plus. Richard Belmont n'était pas simplement un juge. Il était une institution à lui seul. Dans le comté de Lancaster, son nom provoquait un silence respectueux, parfois même de la peur. Les avocats savaient qu'aucun plaidoyer n'attendrissait son cœur, qu'aucune larme ne ralentissait le rythme de son marteau. Il ne rendait pas la justice, il l'imposait. Sa réputation s'était construite sur des années de décisions impitoyables, sur des condamnations rapides, sans fioritures, sans remords. Il aimait dire. Le doute est une faiblesse. La justice ne doit pas trembler.
Mais au fond, ce n'était pas la justice qu'il servait. C'était son propre pouvoir. Belmont n'était pas raciste, selon ses propres termes. Il se disait impartial, rigoureux, pragmatique. Mais dans les faits, il avait toujours jugé plus sévèrement les hommes noirs, les pauvres, les marginaux. À ses yeux, la société était un édifice fragile, et il fallait des hommes comme lui pour en verrouiller les portes. Quand l'affaire Andrew Monroe atterrit sur son bureau, il sut dès la première lecture du dossier ce qu'il allait faire. Pas parce qu'il était convaincu de sa culpabilité, mais parce qu'un homme noir éduqué, respecté et aimé dans sa communauté représentait un défi à son autorité silencieuse. Et surtout, la victime, Matthew Crowley, était un pilier de l'élite locale, conseiller municipal, ami personnel du maire, et surtout un homme blanc. Crowley avait été retrouvé mort dans son bureau, une balle dans le cœur. Les preuves contre Monroe? Un vague conflit professionnel. Une vidéo floue. Un témoin incertain. Mais l'affaire était politique. Elle devait être close rapidement, proprement. Belmont comprit cela sans qu'on ait à le lui dire. Il faut un coupable. Voilà tout. Et Andrew Monroe était parfait, professeur charismatique mais noir, apprécié mais trop intelligent, veuf depuis peu, et père de 2 enfants, dont un garçon fragile et agité qui n'avait plus que son père comme repère. Ethan Monroe, 8 ans, avait vu son monde s'effondrer lorsque son père avait été arrêté en pleine nuit, menotté devant sa sœur malade, Lila, plongée dans un sommeil comateux depuis un accident mystérieux. Depuis ce jour, Ethan ne parlait plus que pour défendre son père. Il passait ses après-midi à errer devant le tribunal, tenant entre ses petites mains des feuilles déchirées, griffonnées d'un crayon à moitié rongé. Ses phrases étaient maladroites, ses lettres mal formées, mais ses mots étaient clairs. « Juge Belmont, vous savez que mon père n'a rien fait. Pourquoi vous faites ça? S'il vous plaît, regardez dans ses yeux. Vous verrez qu'il est bon. Je crois que si vous le condamnez, il vous arrivera du mal. Ce n'est pas une menace. C'est, je ne sais pas. Je le sens. » Il glissait ses lettres sous la porte du bureau du juge, ou tentait de les remettre aux agents de sécurité. Parfois, il attendait debout dans le froid, espérant apercevoir Belmont et lui tendre un papier avec ses petits doigts tremblants. Mais Richard Belmont ne lisait pas les lettres d'un enfant. Il les froissait. Les jetait. Les ignorait. Il les méprisait. Des élucubrations d'un gosse traumatisé. Rien d'utile. Rien de rationnel. Un matin, en quittant son bureau, il croisa Ethan sur le perron du tribunal. Le garçon leva les yeux vers lui et dit d'une voix calme. « Vous faites une erreur. Et je crois que quelqu'un vous le montrera. » Belmont ne répondit pas. Il le fixa avec dureté, puis tourna les talons. Mais cette nuit-là, il rêva de flammes, de cris, d'un marteau qui tombait dans le vide, sans jamais toucher le sol. Le lendemain du verdict, Richard Belmont ouvrit les yeux à 6h30, comme à son habitude. La régularité était son orgueil, son identité. Une routine presque militaire qu'il n'avait jamais trahie en 20 années de magistrature. Mais ce matin-là, le silence était plus lourd que d'ordinaire. Il n'y avait pas ce bruit rassurant de la cafetière dans la cuisine, ni le jappement du chien au pied du lit. Tout semblait figé. Comme si la maison retenait son souffle. Le ciel était gris acier, épais, comme une menace suspendue au-dessus de la toiture. Les rideaux frémissaient légèrement, sans vent apparent. Margaret, sa domestique fidèle depuis 10 ans, entra discrètement avec le plateau du petit déjeuner. Café noir, toast sec, journal plié sur la une. Elle s'arrêta net. Belmont était assis au bord du lit. En pyjama, le dos voûté, les mains pendantes, les yeux grands ouverts, vides. « Monsieur? Vous allez bien ?» Il ne répondit pas tout de suite. Puis, lentement, il tourna la tête vers elle. Son regard n'était plus celui d'un homme de pouvoir. C'était un regard hanté. « L'enfant. Je l'ai entendu cette nuit. Encore. Il était dans ma chambre. Il m'a dit, demain. » Margaret pâlit, mais tenta de sourire. « Vous avez rêvé, monsieur. Sans doute le stress du procès. Vous voulez peut-être que j'appelle le médecin ?» Mais Belmont secoua lentement la tête. Il savait. À 7h07,
Toutes les pendules de la maison s'étaient arrêtées. Montre, horloge murale, le vieux coucou suisse dans l'entrée. Exactement à 7h07. Comme si le temps lui-même avait décidé de s'interrompre. Dans le salon, Duc, le vieux chien loyal qui dormait d'habitude au pied du fauteuil du juge, grognait doucement. Il refusait de monter à l'étage. Il fixait la cage d'escalier comme s'il y avait un intrus invisible. Belmont tenta de descendre travailler, mais au bas de l'escalier, il s'arrêta. Un froid glacial soufflait dans le couloir, bien que toutes les fenêtres fussent fermées. Il remonta dans sa chambre, se changea, puis s'assit à son bureau. Mais il n'écrivit rien. Il écoutait. Il avait l'impression que les murs murmuraient. À midi, il appela la cour et annonça qu'il ne viendrait pas. Une première en 2 décennies. Personne n'osa le questionner. Cette nuit-là, la tempête s'abattit sur Lancaster. Les branches fouettaient les vitres comme des doigts hargneux. Le tonnerre grondait comme une armée invisible. La pluie tombait avec une telle violence qu'elle semblait vouloir effacer la maison elle-même. À 3h12 du matin, les voisins furent réveillés par des bruits étranges. Des cris étouffés. Le fracas du verre. Et, un rire. Un rire d'enfant. Mais ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire cassé, métallique, venu d'un autre monde. Comme une comptine morbide récitée à l'envers. La police fut appelée, mais à cause de la tempête, elle n'arriva qu'à l'aube. À 6h45, Grégory, le majordome, monta comme chaque matin avec le plateau du petit-déjeuner. Il poussa doucement la porte de la bibliothèque, là où Belmont aimait lire avant de partir au tribunal. Ce qu'il vit le fit hurler. Belmont gisait au sol. Raide. Le visage tordu dans une expression de terreur absolue. La bouche grande ouverte, comme s'il avait hurlé jusqu'au dernier souffle. Les yeux exorbités, fixant un coin sombre de la pièce, où il n'y avait rien. Il n'y avait aucune blessure. Aucune trace de lutte. Aucune intrusion. La porte était verrouillée de l'intérieur. La fenêtre scellée. Le médecin légiste plus tard nota un arrêt cardiaque, mais rien n'expliquait l'état du corps. C'était comme si Belmont avait vu quelque chose qu'aucun être humain ne devait voir. Sur le grand bureau de chêne, 2 objets attendaient, incongrus dans cette pièce d'homme de loi. Une petite robe blanche, d'enfant. Soigneusement pliée. Propre, repassée, sans une tache. Personne ne savait d'où elle venait. Belmont n'avait pas d'enfant. Aucun visiteur depuis des jours. 2, et surtout, une feuille de papier posée bien au centre du bureau. Écrite à la main, d'une écriture irrégulière, enfantine, tremblée comme tracée par de petites mains nerveuses. Sur le papier, cette phrase glaçante. Vous avez condamné l'innocent. Il ne reste plus qu'à juger le coupable. À l'autre bout de Lancaster, dans une aile calme de l'hôpital Saint-Augustine, baignée par une lumière pâle du petit matin, une petite chambre gardait son silence depuis des semaines. Lila Monroe, 8 ans, y dormait dans un coma profond depuis l'arrestation de son père. On disait qu'elle avait glissé dans ce sommeil le soir où la police était venue chercher Andrew, menotté, brutalement, sous les cris de son fils et les pleurs étouffés de leur mère. Depuis, Lila n'avait pas bougé. Aucun signe de réponse aux stimuli. Aucune activité motrice. Son corps était là, mais son esprit semblait parti. Les médecins parlaient d'un choc psychotraumatique sévère, mais leurs théories restaient imprécises. Certains croyaient à une forme de repli inconscient. D'autres, moins scientifiques, murmuraient qu'elle s'était enfermée ailleurs. Ethan, lui, avait simplement dit. Elle reviendra quand papa sera libre. Ce matin-là, juste quelques heures après la découverte du corps de Richard Belmont, quelque chose changea. Margaret Monroe, leur mère, veillait encore, assise dans un fauteuil de cuir usé, le regard perdu, les mains jointes, priant sans mots depuis des jours. Puis, Lila remua un doigt. Si lentement que l'infirmière de garde crut d'abord à une illusion. Mais ses paupières frémirent. Et soudain, elle ouvrit les yeux. Des yeux bruns, profonds, pleins de larmes. Mais lucides. Présents. Papa voulait que je dorme, pour toujours. Sa voix était rauque, brisée, mais claire.
Margaret la regarda, figée. Puis, comme une digue qui cède, elle éclata en sanglots, se jetant au chevet de sa fille, couvrant son front de baisers tremblants. Une alarme s'alluma. Des pas précipités. Le médecin entra, incrédule, suivi d'une jeune infirmière. « Ces constantes sont parfaites. » murmura-t-il, les yeux écarquillés. Il examina les résultats sur le moniteur. « C'est trop normal. » Comme si elle n'avait jamais été malade. L'infirmière recula d'un pas, la voix blanche. « C'est impossible. » Mais Lila était bel et bien réveillée. Et personne ne pouvait l'expliquer. Elle tourna les yeux vers sa mère, et demanda doucement. « Ethan va bien ?» Margaret hocha la tête, les larmes ruisselant sur ses joues. Dans un souffle, elle murmura. « Il t'attend, mon cœur. Il t'attend. » Dans les heures qui suivirent, la nouvelle de la mort soudaine du juge Richard Belmont fit la une. Les titres disaient. Le juge Belmont meurt dans des circonstances étranges. Mort naturelle, selon les autorités. Mais dans les cafés, les couloirs des tribunaux, les couloirs de l'hôpital, on murmurait autre chose. Quelque chose d'étrange. De dérangeant. On parlait de la robe blanche retrouvée. Du papier avec cette écriture d'enfant. Certains juraient avoir entendu des rires dans la nuit. Ethan, quant à lui, ne disait rien. Il marchait dans les couloirs de l'hôpital comme un petit spectre, silencieux, tenant la main de sa sœur éveillée. Les adultes chuchotaient autour de lui, se posaient des questions. Mais il ne répondait pas. Il savait. Son regard était devenu trop profond pour son âge. 3 semaines plus tard, un ancien assistant politique du défunt Matthew Crowley fut arrêté. Une preuve vidéo, mystérieusement transmise de façon anonyme au procureur, montrait clairement une altercation entre Crowley et cet homme, la veille du meurtre. Des documents comptables falsifiés, des menaces de mort, le mobile était évident. En quelques jours, l'affaire fut retournée comme un gant. Andrew Monroe, jusque-là enfermé dans le silence d'une cellule, fut libéré provisoirement. Mais le procureur général, nouvellement nommé, décida de rouvrir toute l'affaire, y compris les actions du juge Belmont. On découvrit des irrégularités, des manipulations de preuves, des pressions sur les jurés, des incohérences dans les enregistrements. Et au centre de tout cela, la volonté de Belmont de protéger Crowley et son entourage à tout prix. Un mois après le procès, Andrew Monroe fut officiellement innocenté. Le jour de sa libération, il sortit vêtu d'un manteau simple, les traits marqués, mais les épaules droites. Ethan courut vers lui, le serra si fort que l'homme dut se pencher pour l'enlacer. Lila était là aussi, adossée à un fauteuil roulant, toujours fragile, mais souriante. Son père posa une main sur sa joue, et dit, ému. « Je suis là maintenant. Personne ne pourra vous prendre à moi. » Dans les mois qui suivirent, le nom de Belmont devint un avertissement, un symbole de justice corrompue. La robe blanche fut conservée dans un coffre, avec la lettre. Personne ne sut d'où elle venait. Aucun laboratoire ne put en identifier l'origine. Aucune empreinte. Aucune trace. Mais ceux qui avaient vu le regard de Richard Belmont, mort de peur, ne doutaient pas. Quelqu'un ou quelque chose avait rendu justice. Et l'enfant, Ethan Monroe, n'avait jamais menti. Quelques années plus tard, dans une petite ville tranquille de Pennsylvanie, les saisons passaient sans éclat, comme un vieux disque qui tourne doucement. Le centre communautaire, modeste bâtiment de briques rouges, était un refuge pour les âmes fatiguées, les familles fragiles, les enfants sans père, et ceux qu'on avait oubliés. Là, parmi les rires étouffés et les éclats de voix juvéniles, un vieil homme balayait le sol avec patience. Il s'appelait William. On ne savait pas grand-chose de lui, sinon qu'il arrivait tôt, partait tard, et semblait connaître les douleurs des autres sans qu'on ait besoin de les nommer. Il aidait à servir les repas aux plus pauvres, réparait les jouets cassés avec une précision tendre, et surtout, lisait des histoires aux plus jeunes, les yeux toujours brillants d'une lumière douce, comme s'il se souvenait d'un monde que les autres avaient oublié. Les enfants l'aimaient sans savoir pourquoi. Les adultes le respectaient sans oser poser de questions. Un jour d'automne, alors que les feuilles mortes couvraient les trottoirs d'or et de rouille, une jeune femme poussa la porte du centre. Elle portait une robe noire, sobre, élégante, le genre de tenue qu'on ne met pas à la légère.
Ses cheveux bruns étaient relevés, son regard profond, marqué de cicatrices invisibles. Elle entra lentement, observant les lieux. Son regard balaya les murs, les tables en bois, les dessins d'enfants collés de travers, jusqu'à s'arrêter sur lui. William. Il balayait dans un coin, dos légèrement voûté, mais chaque geste était empreint de calme et de dignité. Elle s'approcha. Il leva les yeux, la fixa un instant. « Vous ne me reconnaissez pas, n'est-ce pas ?» dit-elle, la voix basse. William plissa les yeux. Puis un très léger sourire fendit son visage. « Je reconnais votre regard. Vous étiez une enfant silencieuse. Celle qui ne pleurait jamais. » Elle hocha la tête, émue. « Je m'appelle Lila Monroe. Vous avez veillé sur nous, n'est-ce pas? Après la mort de mon père, après le procès. Vous étiez là. » Il ne répondit pas tout de suite. Il s'essuya les mains sur son tablier, s'assit lentement sur une chaise bancale, puis fouilla dans la poche intérieure de sa veste usée. Il en sortit un petit papier, jauni par le temps, plié plusieurs fois avec soin. Il le déplia devant elle. C'était une note, écrite d'une main enfantine, avec une encre bleue qui s'était un peu estompée. Elle lut à voix basse. « Ne le condamnez pas, ou vous mourrez demain. » Ses lèvres tremblèrent. Elle ferma les yeux. « C'est moi qui avais écrit ça. Pour le juge Belmont. Il ne m'a jamais écouté. » William hocha lentement la tête. Et pourtant, ces mots ont changé quelque chose. Elle leva les yeux, interloquée. « Comment ça? Ce n'est pas le juge que vous avez prévenu ce jour-là. C'est le monde. C'est l'injustice. Et moi, c'est moi que vous avez réveillé. J'ai compris ce jour-là que je ne pouvais plus regarder sans agir. » Il lui tendit la note. « Je l'ai gardée. Tous ces années. Pour ne pas oublier. Pour continuer à protéger ceux que la justice oublie. » Lila prit le papier et le serra contre elle, en silence. « Mon père, il est mort, mais pas en vain, n'est-ce pas? » William la regarda droit dans les yeux. « Non, Lila. Il est mort debout. Et vous, vous êtes vivante. Vous êtes la lumière qu'il a laissée derrière lui. » Ils restèrent là un moment, sans rien dire. Le vieux plancher grinçait doucement sous les pas des enfants qui couraient dans les couloirs. Le monde continuait, mais dans cette salle, à cet instant, le passé et le présent s'étaient enfin réconciliés. Et William, ancien témoin silencieux d'une époque injuste, savait qu'il pouvait, enfin, poser son balai un jour, sans regret.